bonjour. Je vais introduire, alors j'ai quelques petites redites avec votre intervention, mais ça va me permettre de raccourcir. Donc, merci d'être là. Je vais essayer donc de donner quelques mots d'introduction, de donner un petit peu d'objectif pour ces 2 journées. Je veux remercier quand même tous ceux qui ont permis à cette journée de voir le jour. Et donc merci aux Archives nationales de nous accueillir aujourd'hui, à l'école de paysage demain, l'école d'architecture et la Fondation Patrima. Mais on doit ajouter à ces mentions celle de la Caisse des dépôts, qui, dans le cadre d'un programme sur le logement social, apporte son soutien et sa participation à ces journées. Voilà, on aura à la table ronde finale demain un représentant de la Caisse des dépôts. Donc je voudrais évoquer quelques antécédents, comme vous l'avez fait, et puis un peu les motifs de ce focus sur les archives de paysagistes, mieux comprendre pourquoi il est important d'en préserver les archives et les particularités de cette production d'archives que j'ai illustré par quelques vues, quelques étapes de la production d'archives. Ça va, vous m'entendez? Ok. Donc, je recitais la première journée organisée ici par les étudiants de l'Université Versailles-Saint-Quentin. Je ne vais pas revenir sur la définition des archives orphelines que vous avez entendue. Par contre, je vais lire la phrase de compte-rendu qui dit que si la valeur de la production documentaire des paysagistes n'est pas remise en question, l'intérêt de la collecte et de la conservation de ces archives, en vue notamment d'un large spectre d'usagers, reste à prouver. En d'autres mots, nous dit ce compte-rendu, ces archives n'ont peut-être pas encore atteint un degré de maturité pour être qualifiées d'orphelines. Donc je pense que le rôle de ces journées est tout tracé. Enfin, moi je pense que ce degré de maturité est atteint, mais à charge pour nous de le montrer et d'expliquer peut-être les difficultés à contourner et de formuler quelques leviers d'action. Je voulais aussi rappeler le dossier de la revue Colonne, la revue des archives d'architecture du XXe siècle, avec David Pesseret qui était présent à cette première journée, qui est là aujourd'hui. Et je vous invite à relire ce numéro qui pointait déjà l'autonomie de l'architecture paysagère, vis-à-vis aussi bien du jardin que de l'architecture, et la particularité de sa relation à l'archive, en mentionnant bien la prise en compte du site comme archive vivante, autant de choses sur lesquelles je reviendrai brièvement, pour évoquer un peu ce qui est particulier de ces archives paysagistes. Donc le contexte, c'est aussi le fait que l'ENSP, avec son labo de recherche, avait engagé une réflexion sur la collecte de ces archives, donc déjà en 2007, qui avait conduit à cette convention avec les archives départementales des Yvelines et les archives nationales, qui ont permis de recueillir 3 fonds, ainsi que des archives de l'ENSP, dont, vous l'avez compris, les conditions de fonctionnement ne sont plus réunies aujourd'hui compte tenu du volume de ces fonds, mais du côté paysagiste, du côté de l'école, un nombre important de départs à la retraite, de cessation d'activité, et même de décès, de figures majeures de l'enseignement et de la profession, eh bien, font multiplier les demandes. Et donc, il est urgent de faire avancer ce dossier pour échapper à la poubelle, car le paysagiste est assez bon jeteur, puisqu'il est inscrit dans la dynamique du temps et pas toujours, conscient de l'importance de préserver ses archives, quoique les choses évoluent. Donc, qu'est-ce qu'on entend par ces archives de paysagistes? Pourquoi est-ce difficile? Pourquoi les préserver? Donc, c'est lié à l'essence de ce métier. Donc, quelques rappels. Le paysagiste conçoit des espaces extérieurs à partir d'un matériau vivant, fragile, changeant. Sa pratique englobe l'ensemble des échelles du jardin au territoire. Il appréhende et gère des dynamiques du territoire à la croisée du naturel et du social. Et son terrain d'action contient les bâtiments et les jardins.
en France, ils partagent ce terme unique de paysagiste avec ceux qui réalisent concrètement et entretiennent les espaces extérieurs de proximité et les jardins, donc l'entrepreneur, le jardinier, des métiers à la fois liés et différents, dont le lien mériterait sans doute d'être mieux pensé, mais ça ne sera sans doute pas la question aujourd'hui. Ce titre n'est pas protégé en France et les professionnels sont reconnus par leur diplôme, donc d'abord des PLG. Depuis 2014, c'est le diplôme d'état de paysagiste qui est en vigueur. Et cette année, pour éviter cet amalgame, la Fédération française du paysage vient d'obtenir la reconnaissance du titre de paysagiste concepteur pour se distinguer des entrepreneurs de jardins et d'espaces verts qui correspondent un peu à l'idée sans doute plus répandue dans le grand public de ce qu'est un paysagiste. En tout cas, le site de l'ENSP au Potager du Roi résume bien tout ce large panel de pratiques et l'idée que la complexité du territoire et du rapport au monde est comprise à travers et dans le jardin. Donc, l'ENSP, que j'espère vous accueillir demain, entre l'œuvre d'André Le Nôtre et celle de Jean-Baptiste Lacantini, qui transforma le Marais Puant en potager prolifique en toute saison, sachant utiliser les dispositifs adéquats. Donc depuis 1945 et la création de la section du paysage et de l'art des jardins, devenue ENSP en 1976, autonome seulement depuis 1995, l'école forme des professionnels qui ont à la fois conquis une certaine reconnaissance internationale et restent malgré tout pour pas mal méconnus et souvent renvoyés à un travail de complément du bâti un peu compensatoire. Alors, les archives nous éclairent sur cette construction de la figure du paysagiste, sur sa complexité, son caractère hybride. Elles permettent de faire l'histoire du paysagisme. Donc, quelques exemples de recours à ces archives publiques. Ici, une archive qui est très utilisée pour exprimer la pensée, la vision métropolitaine de Jean-Claude Nicolas Forestier, souvent considérée comme emblématique d'une approche paysagiste, multiscalaire, pluridisciplinaire. Donc cette radiale sud universitaire qui s'étend du quartier latin au parc de Sceaux, en passant par la cité universitaire, où Forestier intervient à la fois comme ingénieur, comme jardiniste, comme urbaniste, donc à la croisée de la ceinture parisienne. Eh bien, en fait, nous y avons accès grâce à l'image produite beaucoup plus tard par Eugène Baudouin, un architecte moderniste qui a travaillé avec Forestier. Et pour faire l'histoire de ce cas particulier et montrer que la cité universitaire représente bien autre chose qu'un musée d'architecture en plein air, comme cela a pu être mis en évidence, nous avions exploré les fonds encore en carton des acteurs, le fonds Honora, et du site de la cité universitaire. Tout cela révélait une dimension transversale, urbaine et paysagère, son insertion dans la géographie des deux bassins versants de la Seine et de la Bièvre, traduite jusqu'au détail par l'art paysagiste de Forestier et qui est lisible dans la strate du sol et des détails, comme on le voit sur cette photo. Donc, ce projet, on peut dire, est bien emblématique de l'approche paysagiste, de la cohérence entre les échelles, du lien entre théorie et pratique, entre site et projet, qu'on cherche à explorer aujourd'hui. Un autre, j'arriverai pas à voir mon timing, j'aurais bien voulu. Un autre exemple que je voulais vous montrer, c'est celui de Jacques Grébert, qui intervient un peu plus tard pour le parc Kellermann au sud de Paris, dans le cadre de l'exposition des arts et des techniques appliquées à la vie moderne en 1937. Grébert est l'architecte en chef. Il nous dit que c'est une exposition, je ne sais pas si, tracée dans les arbres, et qui va utiliser la scène comme scène de jeu de lumière, d'événements, et comme mise en scène du déploiement de cette exposition. Il intervient comme architecte, urbaniste, paysagiste. Et d'ailleurs, lors de cette exposition, tout le monde est architecte. Tout le monde s'appelle architecte. Monsieur
l'architecte, qu'on soit horticulteur, ingénieur ou paysagiste. Donc je montre ces images aussi pour le plaisir de les montrer, qui sont issues, qui puisent dans 3 fonds publics qui se complètent, donc les archives d'architecture du XXe siècle, les archives nationales ici même, et encore la bibliothèque administrative de la ville de Paris. Et sur ces dessins pour le parc Kellermann, on arrive à voir, donc ici les photos de la BHVP, on arrive véritablement à reconstituer pas seulement l'histoire du projet, mais vraiment l'histoire du processus de conception. Alors l'image est un peu plus sombre, mais sur une archive comme celle-ci, on comprend absolument tout. On comprend les arbres conservés, les arbres nouveaux, on comprend la reprise d'un jardin existant, on comprend l'inscription de l'allée au-dessus de la canalisation de la Bièvre enterrée. Il y a une légende avec des expressions différentes selon les types de végétaux existants. On a les courbes de niveau, enfin, on a tout un matériau, et tous ces dessins, on les utilise aussi pour l'enseignement, pour l'histoire du paysagisme, pour l'histoire des cas d'études particuliers, mais surtout pour l'histoire de cette méthode d'approche, l'importance du travail in situ, la prise en compte du site comme archive vivante qui est déjà dans la pratique de Greber, hein, et cette conversation entre site et usage de l'archive au sens traditionnel qui, je pense, est au cœur un peu de la complexité du travail et de l'importance de ces productions d'archives. C'est intéressant aussi pour la question de la représentation du végétal aussi, la représentation du projet, autant de choses qu'on essaye de transmettre aussi aux étudiants. Donc ce que je veux dire, c'est que ce qui nous intéresse ici, ce sont autant les archives du projet de paysage, autant que stricto sensu les archives de paysagistes. Ce qu'on veut faire, c'est pouvoir faire l'histoire du paysagisme, celle d'une approche alternative, l'histoire du processus de projet, autant que celle d'une profession, et pouvoir faire le recollement de toutes ces archives. Et alors, si, lorsqu'on lit les pièces écrites de l'exposition de 1937, tout concepteur est architecte, tout le monde se donne du monsieur l'architecte, il n'y a pas beaucoup de dames encore, elles sont surtout décoratrices. Eh bien, en 1940, donc, l'ordre des architectes va interdire le port de ce titre aux paysagistes qui s'appelaient volontiers architectes paysagistes, alors que ce titre est pratiqué ailleurs, en Europe et aux États-Unis. Et donc, attention au contresens de traduction. Et la pratique se poursuit entre jardin et architecture dans l'après-guerre. On évoquera ce panel peut-être plus avant demain, et cette période peut-être plus particulièrement demain. Mais on voit que jusque-là, ces archives qui sont presque orphelines, en tout cas, ces éléments isolés ont été adoptés, intégrés sans problème. Elles ont fait partie, surtout lorsqu'elles sont reliées à des institutions ou à des événements exceptionnels, à des figures majeures, elles sont inscrites dans d'autres fonds. Mais l'enjeu est beaucoup, même s'il est important de récoller tout ce qui existe, de savoir où trouver les choses, l'enjeu va être comment témoignent les dépôts qui sont aujourd'hui aux archives départementales des Yvelines, de toute cette masse de production, d'abord dans cette période de transition, puis dans la période plus récente d'installation de cette profession paysagiste. Donc, aux archives départementales des Yvelines, on a le fonds Édouard André, avec des éléments, donc des travaux du paysagiste Édouard André et de son fils René André, qui travaillent comme urbanistes, qui sont aussi enseignants à l'ENSH. Et je crois que l'intérêt historique et patrimonial de ces plans de parcs, ces dessins de jardin, n'est plus contesté, même s'il a fallu lutter pour le préserver, l'inventorier, le valoriser. Et je pense que tout ça ne prendra sens que lorsque vraiment
ça s'insérera dans une visée de temps, un panel de temporalité plus large, puisque le deuxième fonds qui a été donné par la veuve d'un paysagiste formé à l'ENSH, donc Jean Camand, doit être un peu moins sollicité et un peu moins visité, je pense, aux archives départementales des Yvelines. Donc ce paysagiste est l'auteur, par exemple, du square Saint-Odile à Paris, et aussi du grand ensemble de Sarcelles dans le 95. Et à ceci se sont ajoutés aussi des documents privés d'un autre paysagiste, Jean Chalais, qui a travaillé dans la fonction publique. Donc, en fait, on voit comment ce type d'archives mériterait sans doute à elle seule une journée d'études. Et en tout cas, il y a beaucoup d'archives qui n'ont pas bénéficié d'une épouse obstinée à préserver la mémoire de son époux. Et donc, il y a beaucoup de choses qui ont déjà étaient jusqu'à la poubelle, qui ont déjà disparu, faute de conscience suffisante, effectivement, d'où l'importance de communiquer et d'avoir dans cette salle des paysagistes, des étudiants paysagistes, et de bien voir l'usage qu'on peut faire de ces archives. Aux archives départementales des Yvelines, on trouve aussi, grâce au fonds de la ville nouvelle de 50 ans en Yvelines, on trouve par exemple des archives du parc des Coudrais, conçues par Michel Corajoux dans le cadre de son travail à l'AUA, dans le groupe CCH, Corajoux, Siriani, Huidobro. Donc Corajoux est une figure majeure du renouveau de la profession. Il a enseigné pendant 30 ans à l'école de paysage. Et c'est grâce à ces archives de la ville nouvelle de 50 ans en Yvelines qu'on a pu exposer ces travaux lors de l'exposition de la Cité de l'architecture et du patrimoine sur l'AUA, parce que si l'école de paysage a accueilli le fonds, a accueilli les archives Michel Corajoux dans le cadre de l'association L'Atelier Michel Corajoux, ces archives sont actuellement n'ont bénéficié d'aucun travail d'inventaire, de valorisation et de véritable préservation. Donc tout cela pose la question de cette période charnière qui présente une variété de postures professionnelles. Et ce qui est en jeu, c'est ce rôle du professionnel, du paysagiste moderne, qui est un peu moins connu, moins reconnu. C'est aussi de donner une place au paysagisme dans l'histoire de la modernité récente. Et cette génération, justement, où se mettent en place les choses, et ça prend un peu de temps. Donc, par exemple, ici, on voit un fonds complètement privé, en main privée, qui est celui des architectes Sirvin, les archives du paysagiste de la Cité-Jardin de Châtenay-Malabry, donc qui est architecte, entrepreneur paysagiste, qui est enseignant à la section du paysage. On voit aussi qu'il y a des archives d'architectes qui œuvrent comme paysagistes, qu'on peut trouver aux archives d'architecture, Ozel, qui est quelqu'un d'atypique, qui intègre déjà une dimension environnementale et sociale tout à fait particulière. Et il ne faudra pas oublier aussi les fonds des entrepreneurs, car cette histoire du passage à un métier savant et diplômé a bien mis une trentaine d'années à se mettre en place. Et donc, voilà, toute cette partie de charnière, de dissociation entre métier savant et entreprise, toute cette partie des acteurs majeurs de la profession qui ne sont pas forcément inventoriés. Donc, par exemple, c'est le cas des archives du paysagiste Jacques Simon qui sont dispersées. Donc, ce que nous voulons à travers ces journées, c'est pouvoir montrer comment, au-delà de l'histoire, capitaliser les stratifications d'intervention, penser les transformations futures de la gestion actuelle, notamment montrer l'actualité de cette méthode paysagiste dans un monde en transition environnementale et sociale, et montrer comment les archives peuvent être un levier parmi d'autres pour passer de l'histoire des historiens à celle des praticiens et des commanditaires, et voilà, pouvoir
travailler sur ces sites. Et c'est pour ça que nous avons voulu écouter les professionnels du patrimoine, ceux des archives, mais aussi les paysagistes, ceux qui produisent ces archives, ceux qui les créent et ceux qui peuvent les utiliser. Et aussi écouter nos voisins plus avancés, internationaux, pour pouvoir déchiffrer ce présent, penser le futur et montrer que ces archives ont atteint un degré de maturité non seulement suffisant pour être orphelines, mais pour être adoptées. Voilà, merci. Je ne sais absolument pas combien de temps...